Bonjour chers abonnés, Mademoiselle Fofana Adja Awa est là aujourd'hui pour parler de la croissance partagée avec Monsieur Emmanueli, Ludovic Emmanueli, qui est juste à côté de moi. Et aujourd'hui, nous parlons de la croissance partagée, de savoir est-ce qu'il y a vraiment une croissance partagée entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce que cette croissance-là, l'Afrique bénéficie de cette croissance-là? Et nous n'allons pas tarder, on va vite passer la parole à M. Emmanueli pour qu'il puisse nous expliquer qu'est-ce qu'il pense de cette croissance partagée. Mais si vous avez vu déjà sur ma plateforme, j'avais fait une publication de M. Emmanueli. Depuis le mercredi, je me dis un peu ce qu'il allait en dire aujourd'hui. Et puis, je fais une petite biographie pour lui. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. Voilà, c'est un monsieur qui travaille, c'est un amoureux de l'Afrique. Il aime beaucoup l'Afrique, il travaille avec les chefs d'État africains, avec tout ce qui est en rapport avec le développement de l'Afrique. C'est pour ça, justement, je l'ai invité sur ma plateforme pour qu'il puisse nous parler de son activité, de cette croissance partagée-là entre l'Afrique et l'Europe, et pourquoi pas aussi entre d'autres continents, par exemple l'Asie. Donc, du coup, vous allez l'écouter aujourd'hui. Et j'espère que vous aurez beaucoup de questions à nous poser parce que M. Emmanueli, c'est, comme il le dit bien, c'est l'homme des négociations difficiles en Afrique. Donc, je pense que vous devez poser énormément de questions pour voir est-ce que cette croissance partagée là est vraiment réelle. Et comme il y a un internaute qui me disait en amont, est-ce que c'est pas de l'escroquerie en griffe? Voilà, est-ce que c'est pas que les États Africains se font escroquer par les Occidentaux qui viennent, ils viennent prendre tout et du coup, eux n'ont rien. Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et M. Emmanueli, c'est l'homme de la situation. Il est le président de l'ONG Croissance Plus. Il va vous faire une analyse, il va expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait en tant que, voilà, avec son association ONG Croissance Plus. Il va expliquer et il va répondre aussi à vos questions. Et moi, bien entendu aussi, il va répondre aussi à mes questions. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas me répéter. Il faut qu'on soit dans un temps où nos internautes pourront éventuellement, s'il y a beaucoup de questions, il pourra avoir le temps de répondre aux questions. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à M. Emmanueli. Il va se représenter et il va commencer son analyse. M. Emmanueli. Bonjour. Dans un premier temps, merci à notre ami de m'avoir invité. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir participer à sa chaîne, puisque je sais que vous êtes un public très intéressé, très intéressant sur l'Afrique, et parler entre personnes qui aimons tous l'Afrique, qui défendons tous l'Afrique, eh ben c'est un honneur. Voilà, donc merci encore. J'espère que le débat sera à la hauteur de vos attentes. Alors, je vais juste vous faire une petite rétrospective, comment a été créée Croissance Peace, parce que c'est fondamental et c'est très important pour vous donner la manière dont nous avons procédé. Alors, Croissance Peace, j'avais rencontré à l'époque un Togolais qui n'était autre que l'ambassadeur du Togo à Pékin, avec qui j'ai pu avoir un certain nombre de rapports extrêmement constructifs et des discussions sur l'Afrique, et à qui j'ai dit, donc je le tutoyais au bout d'un moment, puisqu'on avait créé des liens très amicaux, je lui ai dit, écoute, moi j'ai une idée pour l'Afrique qui pourrait développer tout un tas de choses, mais sous un autre concept. Et donc je lui ai exposé le concept, et il m'a dit, c'est excellent, je réunis dans mon ambassade, donc l'ambassade du Togo à Pékin, il a appelé 25 ambassadeurs, et on a pu démarrer donc ce Croissance Peace. Alors Croissance Peace, c'est quoi? C'est quelque chose qui est le fruit d'une discussion entre des ambassadeurs africains et moi-même, sur lequel on était parti du constat suivant. Les Français ou les autres pays qui ont colonisé l'Afrique, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais. Les Chinois, ils apportent du bon, et pour les Africains, ils apportent aussi du mauvais. Et le dilemme, c'était de savoir comment faire en sorte que l'ensemble des partenaires qui aiment et veulent travailler avec l'Afrique puissent travailler d'une manière profitable, mais dans le sens très positif du terme, c'est-à-dire qui permettent un développement, qui permettent aux populations d'être heureuses, etc., etc. Et là, on en est arrivé à la croissance partagée. Alors, la croissance partagée, d'où Croissance Peace. Alors, pour votre information, Croissance Peace, c'est croissance, le P partagé de Peace, le E, c'est entre,
Le A, c'est Afrique, le C, c'est Chine, et le E, c'est Europe. Donc croissance PIS, c'est la croissance partagée entre la Chine, l'Afrique et l'Europe. Ok. Voilà. Et donc à partir de là, on a mis au point un certain nombre de concepts avec ces ambassadeurs qui ont été de dire, quand on répondra à un besoin, parce qu'il faut partir du besoin ou de l'attente africaine. Ça, c'est important. On ne va pas imposer un modèle, on ne va pas imposer quelque chose. Qu'est-ce qu'a besoin ou qu'est-ce qu'ont envie les Africains? Alors, c'est ou du besoin pur, ou alors on a envie d'avoir tel genre de choses. C'est vrai que pour répondre aux besoins, aux attentes, il y a des solutions qui sont toutes fabriquées, qui viennent d'Europe, qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, de Chine, etc. Nous, au niveau de Croissance PIS, on a imaginé que ces solutions devaient être partagées. C'est d'où... Excuse-moi de vous arrêter. Il y a un internaute qui dit qu'il n'entend pas trop. Il a dit le son, s'il vous plaît. Il dit le son est très peu. Ah, je peux parler plus fort? Voilà, est-ce que vous voulez que je parle plus fort? Voilà, je pense, parce qu'il vient de mettre, il a dit que le son était très peu. Je peux parler plus fort. Est-ce que c'est bon, cher internaute? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bon, de toute façon, je vais parler plus fort. Oui, non, après aussi, je peux ramener. Voilà. Parce que là, on a 15 personnes qui nous regardent, là, on a 17 personnes. Je pense que c'est bon. Là, on peut même reculer un peu. Voilà. Et puis, je pense que ça va. Hop. Voilà, c'est bon, je vais augmenter aussi. Ah, je pense que c'est bon. C'est bon, là? Monsieur Sam, je pense que vous nous entendez mieux, hein? Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est bon? Ok. Oui, je pense que c'est bon. Ouais. On continue. Donc, l'histoire de cette croissance partagée a démarré avec ces ambassadeurs à Pékin. Et donc, trouver ces solutions qui permettent à la fois Voilà. On nous a dit que c'est bon maintenant. C'est bon, c'est parfait alors. Parfait. Ok, génial. Qui permettent de répondre à ses attentes et ses besoins et donc de pouvoir développer l'Afrique d'une manière satisfaisante pour l'Afrique. Alors, dans la charte qui avait été évoquée au tout départ, il y avait quatre points importants que je vais vous donner. Le premier, c'était la priorisation de l'emploi local, c'est-à-dire quand il y a embauché, il faut embaucher des locaux, donc africains, plutôt que de faire importer de la main-d'œuvre. Deuxièmement, on avait dans notre charte le fait de favoriser le management local, c'est-à-dire que pour diriger une usine, il était préférable, nous souhaitons à chaque fois que ce soit le dirigeant africain qui dirige l'entreprise. S'il n'a pas les compétences, c'est pas le problème. On le forme, il se forme, et puis il est capable, en autonomie, de pouvoir gérer ensuite son entreprise. Super. Troisième point, c'est le point de tout ce qui concerne les échanges technologiques, le transfert de technologie. L'Afrique ne peut pas évoluer. Et certains, alors je vais être un peu fort dans le propos, mais on est là pour le dire, favorise le fait que l'Afrique ne peut pas s'inventer son futur si elle n'invente pas elle-même ses nouveaux objets, ses nouvelles formules. L'innovation doit être en Afrique le mot central qui doit guider le futur de l'Afrique. L'innovation africaine, bien sûr. Alors, je vais y revenir juste après, mais je termine par le dernier point, qui est la non-ingérence. Nous ne sommes pas pour l'ingérence économique, si vous voulez, de l'Afrique, pour dire aux Africains ce qu'ils doivent faire. Je crois qu'ils sont suffisamment matures, c'est à eux à bouger, pour faire encore en sorte de diriger un peu leur futur. Alors, je reviens sur l'innovation parce que c'est très important. Le problème actuellement, c'est qu'on impose à l'Afrique des innovations occidentales, chinoises et autres. Des innovations dont certaines n'ont aucun écho, ne sont marquées par aucun besoin en Afrique. Nous, on les impose en disant, vous Africains, vous avez besoin. Non, ils n'ont pas besoin. Il y a des choses dont ils n'ont absolument pas besoin. Le couteau électrique ou des choses comme ça n'a aucun intérêt pour eux. Et pourtant, on leur impose. Pourquoi? Eh bien, c'est une manière de tenir l'Afrique en lui montrant qu'elle ne peut pas se développer elle-même. Je vais vous prendre un autre exemple. Si demain, enfin on va revenir en arrière, hein, je viens avec un téléphone portable, je vous le montre. Les Africains vont se dire, ah tiens, ça peut nous apporter quelque chose. Ce téléphone portable, un grand nombre d'Africains vont l'utiliser. Et en l'utilisant,
eh bien, ils vont non pas en inventer un autre, mais ils vont utiliser celui qui existe. 3 mois après, on leur en apporte un autre. On leur enlève le précédent, on leur apporte un autre. Ce qui veut dire que dans ces cas-là, l'innovation africaine ne va pas s'appliquer. Et l'Africain va subir les innovations des autres. Or, pour construire son avenir, et ça c'est fondamental, il faut maîtriser son innovation. Et donc son innovation pour pouvoir gérer, développer à sa propre botte, c'est-à-dire au pas de l'Africain, sa propre chose. C'est pour ça que dans ce sens de la croissance partagée également, on est en train de développer un système qui permettra aux Africains de créer leur propre innovation. Créer son innovation, c'est créer son avenir. D'ailleurs, on a un exemple. L'innovation dans quel domaine, par exemple? Alors, c'est à la fois l'innovation technique, donc technologique, ça peut être l'agriculture aussi, puisqu'on travaille beaucoup sur l'agriculture, ça peut être sur l'innovation aussi, sur la manière de travailler. Est-ce qu'un Africain doit travailler comme nous? Non. Pourquoi imposer des manières de travailler? C'est sûr qu'il y a des règlements internationaux qui doivent être respectés, comme le disent les deux termes, règlements internationaux, par tout le monde. Mais à part ça, chez soi, on a le droit de vivre comme on veut et de faire son propre futur. Et c'est ça qui actuellement manque beaucoup à l'Afrique, c'est qu'elle ne peut pas, elle n'est pas en mesure de créer son propre futur. D'accord. Vous pensez que l'Afrique n'est pas en mesure de créer son... Attention, elle est en mesure, elle a tout le potentiel pour le faire. Elle a tout le potentiel, elle l'a fait. Mais est-ce qu'elle a les moyens? Elle a le potentiel, certes, comme vous le dites, mais est-ce qu'elle a les moyens aussi? Alors, elle a les moyens intellectuels, oui, parce que vous avez en Afrique des gens qui sont talentueux. J'en ai rencontré un paquet et c'est des gens qui devraient éclore. Simplement, il faut encore pas les noyer sous toutes les autres formes d'innovation qui les empêchent de pouvoir faire travailler leur cerveau pour pouvoir aller encore plus loin. Le problème, c'est que certains, je ne vais pas citer je pense les qu'il noms, y a un internaute qui est très d'accord avec vous, qui dit depuis j'avoue, c'est bien ce qu'il dit. Voilà. Donc, écoute, on va poser des questions. Voilà. Donc, si l'Afrique arrive à maîtriser son innovation, là, ça sera un point fabuleux. Et je leur souhaite, les Africains, alors je vais prendre un pays, le Kenya. Le Kenya, grâce au mobile, a inventé le système de paiement par mobile. Chapeau les Kenyans, chapeau les ingénieurs. Mais je pense que ça se fait aussi en Côte d'Ivoire par Orange Money. Et puis j'ai appris aussi qu'il y a MTN Money, ou si on peut faire aussi... payer des factures aussi par téléphone, ou bien même recevoir de l'argent par téléphone. Tout à fait, mais ça c'est grâce aux Kenyans qui au départ ont inventé ces logiciels. Ah d'accord, ça a été inventé au Kenya. Ça a été inventé au Kenya parce qu'on a des gens intelligents qui savent se débrouiller, qui maîtrisent l'informatique et qui ont fait ce genre de choses. Au même titre qu'en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, il va y avoir des talents qui vont imaginer des systèmes qui permettront à l'Afrique de pouvoir se développer, quitte à même, et ça j'espère que ça va bien se passer, développer des projets et les vendre à l'étranger. Pourquoi à chaque fois les innovations arrivent en Afrique? Il faut qu'aussi les innovations puissent sortir de l'Afrique. Mais pour qu'elles sortent, eh ben, il faut les créer, ces innovations. Et cela, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Moi, les Africains, j'y crois. Je crois que l'Afrique de demain, ça va être les deux poumons mondiaux. Par la suite, ça va être l'agriculture et l'innovation. Ça va être les deux grands poumons qui vont pouvoir s'exercer et donner un ressort exceptionnel à l'Afrique parce qu'elle le mérite. Et elle en a la possibilité, elle en a l'essence même. Le tout, c'est de ne pas mettre une cloche au-dessus et dire les autres sont les meilleurs. Africains, foncez. Si vous avez des idées, je ne peux que vous dire, allez-y, croyez-y, croyez à votre talent. Super. Je pense qu'il y a l'internaute qui dit, j'aime l'interview de monsieur Emmanueli, bravo, super. Mais moi, je veux rebondir sur quelque chose. Vous avez dit tout à l'heure, c'est l'internaute qui a posé la question. Je vais d'abord répondre à sa question. Il a dit, l'intention est bonne, mais il faut la concrétiser. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, vous avez les Européens, ils ont vraiment de bonnes intentions, mais ils ne la concrétisent pas. C'est-à-dire qu'ils vont promettre des choses qu'ils ne font pas.
Ils vont plus prendre qu'ils ne donnent. Donc, je pense que sa question va un peu dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Mais il a raison. Il y a eu beaucoup, bravo pour cette analyse, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y en a qui parlent et après, il n'y a plus rien. Il y a des problèmes aussi. De ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Il y a des subventions qui sont données par les fonds internationaux ou les organisations internationales, l'Europe, Fonds monétaire, etc. Mais cet argent, êtes-vous bien sûr, chers frères et sœurs africaines, qu'il arrive jusqu'à vous et qu'il est utilisé pour les raisons qui ont été invoquées au départ? Moi, j'en suis pas forcément sûr. Et ça, c'est là le problème. Le problème aussi, c'est que certains veulent pousser cette innovation, cette agriculture, enfin au développement, mais l'argent, il faut qu'il arrive où il doit arriver. Alors c'est à vous aussi, chers amis africains, à regarder les choses. C'est à vous à contrôler aussi ce suivi. Si on donne de l'argent pour quelque chose, ben, il faut qu'il serve à la chose dont il a été donné. D'accord, donc si je rebondis sur ce que vous avez dit, là vous faites allusion aux dirigeants africains. Parce que l'argent qui est donné, ce n'est pas donné à la population. C'est vraiment donné aux dirigeants africains, voilà, qui doivent faire le nécessaire, qui doivent travailler. Donc ce que vous dites, ça, c'est plutôt pour les dirigeants africains, si je peux dire comme ça. Si, oui. Non, mais on va le dire, je transforme. C'est donné à une gouvernance. D'accord. Qui induit un projet pour ce projet. Mais après, il faut bien vérifier que cet argent sert au projet. Si ça ne sert pas au projet, je suis désolé de le dire, mais ça ne sert à rien de donner de l'argent, puisque les gens qui donnent de l'argent, c'est pour qu'il y ait un développement. Donc il y a des organisations internationales qui sont pro-africaines et qui poussent. Vous avez d'autres gens qui préfèrent régler ou vendre ou acheter. C'est anormal, par exemple, que la noix de cajou soit achetée en vrac par des pays étrangers et soit transformée à l'étranger. C'est anormal. Ouais. C'est comme aussi le cacao en Côte d'Ivoire, le cacao, le café aussi. C'est anormal que la Côte d'Ivoire soit le premier producteur de cacao et que ce cacao soit amélioré ou fabriqué dans un pays européen, par exemple. Exactement. Ça, c'est pas européen ou asiatique. Voilà. Okay. Mais c'est anormal. Enfin, c'est anormal. C'est pas mon choix, je n'ai pas à vous dire que c'est anormal, chers Africains. C'est à vous à décider ce qui doit être votre normalité. Mais a priori, ce qui me semble plus constructif, c'est d'avoir des usines en Afrique qui font travailler des Africains et qui permettent de créer de la valeur ajoutée sur des produits pour les revendre ensuite à un prix normal et consensuel à des pays acheteurs. Ça me paraît une logique africaine ou traditionnelle. Voilà. D'accord. Mais moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a véritablement, dites-moi, M. Magnoli, est-ce qu'il y a véritablement une croissance partagée entre l'Afrique, l'Europe et, comme vous avez dit aussi, l'Asie? Est-ce qu'il y a est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une véritable? Parce que j'utilise le mot véritable pour dire, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que le fait que, avec tout ce que vous faites, vous allez en Afrique, vous travaillez avec les Africains et autres, est-ce que c'est qu'ils doivent avoir, ils l'ont vraiment? Ils devraient avoir, ils l'ont. Est-ce qu'il y a une véritable croissance partagée? Parce que moi, je me dis, par exemple, qu'aujourd'hui, en Afrique, la majorité des pays africains, ils sont à plus d'un demi-siècle d'indépendance. Mais jusqu'à présent, on parle encore de pauvreté en Afrique, on parle encore de faim, que moi je trouve justement qui n'est pas normal. Et c'est pour ça, justement, j'ai écrit un livre sur la Banque mondiale dans la réduction de la faim et de l'extrême pauvreté en Afrique, dans l'espace CEDEAO. Donc, jusqu'à ce demi-siècle-là encore, on parle de pauvreté en Afrique. On parle de faim. Alors que vous nous avez dit dans votre, en début d'émission que l'Afrique a du potentiel. Vous avez vu, vous avez croisé des gens qui sont très intelligents. Mais si l'Afrique a tout ce potentiel-là, pourquoi l'Afrique a la traîne? Vous qui êtes un amoureux de l'Afrique, vous aimez bien l'Afrique, voilà, vous êtes africain, c'est vrai que ça ne se voit pas sur la peau, mais vous êtes un Africain. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que véritablement, certes, vous avez dit qu'il y a des Africains qui sont intelligents, qui sont bons, mais est-ce qu'ils n'ont pas les mains qui sont peut-être attachées à quelque chose? Voilà, est-ce que... Il faut nous dire, on veut vraiment aller dans le sens, en profondeur pour savoir, est-ce que c'est une croissance, vous dites partagée, mais on ne la voit pas sur les Africains.
On ne la voit pas du tout. Et quand je prends par exemple, vous avez dit pour la croissance PIS, vous dites les besoins, c'est-à-dire priorisation de l'emploi local, favoriser le management local, transfert. Ça c'est intéressant le fait de favoriser le management local. C'est-à-dire prendre un Africain qui a des diplômes peut-être qui n'est pas bon dans ça, le former. Mais si vous pensez à tout ça, pourquoi c'est maintenant qu'on pense? Pourquoi c'est au 21e siècle qu'on pense à tout ça? C'est parce que les choses n'ont pas encore évolué en Afrique, ou l'Afrique est toujours à la traîne? On veut savoir. Les choses ont beaucoup de mal à évoluer. En ce 21e siècle en Afrique, oui, les choses ont beaucoup de mal à évoluer. Mais ça va bouger, ça va bouger. Juste, il y a 10 ans, quand on a parlé de croissance partagée avec ces 25 ambassadeurs africains, on était les premiers à parler de croissance partagée. C'était la nouvelle idée, le nouveau concept. Après, on en a un peu plus parlé, même des organismes d'une manière marketing, je dis bien marketing, en ont parlé, mais c'est pas pour en faire, c'est pour profiter un peu des termes qui vont bien. Bon, pour qu'il y ait, donc nous on l'a créé ce concept il y a 10 ans, on en a créé un autre sur le partenariat privé-privé, et ça je vous en parlerai plus tard, mais sur la croissance partagée, il y a 10 ans on en a parlé. Alors où est-ce qu'on en est maintenant? Eh bien on a toujours, et ça c'est le problème, des gouvernances gouvernance africaine ou des acteurs internationaux qui n'ont aucun intérêt à faire de la croissance partagée. Ils n'ont aucun intérêt. Les gouvernements africains? Non, il y a des gouvernances. C'est-à-dire que pour certains pays, on a une gouvernance qui touche de l'argent, qui préfère récupérer pour son propre compte, plutôt que de distribuer ou d'envoyer l'argent où il faut. Je dis certains, pas tous, heureusement, et je ne citerai personne. C'est ça le problème. C'est que la gouvernance, s'ils récupèrent l'argent, ça veut dire qu'ils empêchent les talents d'éclore. Puisque ça leur sert à quoi de vouloir faire éclore des talents qui vont comprendre, qui vont se bouger, qui vont développer le pays? Ils vont les gêner. Si eux ils touchent, ils vont les gêner. Donc, qu'est-ce qui est préférable? C'est de mettre un peu ça sous cloche. Et vous avez également des profiteurs de l'Afrique. Je parle de notre temps, hein. Je remonte pas dans les années. Effectivement. On parle de maintenant. Des profiteurs qui sont là pour se dire quelle aubaine, je prends, je me sers, et excusez-moi l'expression, cher inter, et je me casse. Donc, sans laisser aucune valeur à l'Afrique. La croissance partagée, c'est je te donne, tu me donnes, on partage. Alors, c'est vrai. Ça, c'est la définition du partage. Voilà, c'est vrai que nous, en tant que croissance PIS, on fait le maximum pour le développer. Il y a des actions qui sont faites en croissance partagée, mais on a beaucoup de mal encore à épuiser toutes ces réticences. Et pour épuiser ces réticences, il faut que ça soit en partie les populations qui se disent « Tiens, ça nous intéresse. Et on va y aller. » Il faut qu'il y ait une masse critique de gens qui soient intéressés par la croissance partagée, qui puissent faire basculer. Parce qu'en phase 2, ils ont des profiteurs étrangers. Alors, pas tous. Il y en a qui sont formidables, il y en a qui vont construire des usines en Afrique, et donc ils permettent que les Africains travaillent. Donc il y a aussi de grandes entreprises internationales, grosses, petites et moyennes, qui sont là pour aider, pour se servir, mais c'est fait en harmonie. Ils se servent plus, non? Non, ils se servent moins qu'avant, parce que certains ont bien compris qu'en travaillant en croissance partagée, on gagnait moins, mais sur le long terme, on gagnait plus. Et de plus, les populations ont quelque chose de plus profitable pour eux, puisqu'ils sont localement les privilégiés d'une nouvelle façon de travailler. Donc c'est ça qu'il faut pousser, cette croissance partagée qui va permettre, ou qui permet actuellement, mais à mon goût pas assez, à des entreprises, à des populations, que ce soit européenne ou africaine, de pouvoir échanger ensemble. Parce que le but du jeu, c'est que des Africains et des Français, on va dire, puissent échanger sur ce qu'ils font de mieux dans leur coin, pour essayer de faire encore un super produit, mais adapté à l'Afrique si on est en Afrique, et adapté à l'Europe si on est en Europe. Et donc là, ça créera un beau courant, un courant fabuleux, qui permettra à ces populations de se développer et de créer
le plus beau qui soit, la prospérité pour tous. La vraie prospérité où tout le monde, enfin c'est un peu utopique ce que je vous dis, mais il faut se fixer un but utopique pour... vous êtes, si je comprends, vous êtes très optimiste. Vous, oui, voilà, parce vous que... êtes très optimiste. C'est par rapport à ce que vous faites avec les Africains qui montrent cet optimisme-là, ou bien c'est vous-même, voilà, en tant que, voilà, Monsieur Magnoli, voilà, vous voulez un monde meilleur, c'est... Non, je veux pas un monde meilleur. Bien sûr que j'aimerais un monde meilleur, mais c'est pas à moi de définir le monde meilleur. Par contre, ce que je vois, les indicateurs où on a des jeunes, en Afrique, de plus en plus de jeunes qui ont envie de se bouger, qui se rendent compte qu'ils ont du talent. Il y en a certains à qui on a dit, mais vous valez rien. Mais ils se rendent compte qu'ils valent quelque chose. Et il faut leur dire qu'ils valent quelque chose. Parce qu'ils valent autant, si ce n'est plus parfois, que des Occidentaux ou autres. Donc ils peuvent produire. Donc des talents jeunes, des investissements étrangers qui peuvent venir. Alors il y a un autre problème pour les investissements, ça on pourra en parler plus tard. On pourra en parler un peu plus tard. Parce que pour faire venir, il faut qu'il y ait une confiance, il faut qu'il y ait tout un tas de... Bon, donc des investissements. Maintenant, il faut qu'aussi sur le terrain de la gouvernance, ça puisse aussi se transformer. Donc on arrive à la bonne gouvernance. À la notion de bonne gouvernance là. Il faut qu'il y ait une gouvernance. Une bonne gouvernance. Alors, je dis... Parce que moi je pense qu'il y a la meilleure deux et il y a la bonne gouvernance. Il y a les deux thèmes. Il faut qu'elle soit adaptée au pays. D'accord. Ok, une gouvernance adaptée au pays. D'abord, quel est l'objectif ? Que les Africains évoquent, qu'ils aient un travail, qu'ils vivent mieux, qu'ils vivent dans la prospérité. Après, c'est comment faire. Comment faire, on ne peut plus rester chez soi maintenant. Donc, il faut trouver ces bons partenaires. On est dans la mondialisation. Voilà. Donc, les bons partenaires, il faut surtout, il y a les diasporas et il y a les amis de l'Afrique dont nous faisons partie, qui veulent accompagner, qui veulent trouver les moyens pour que l'Afrique soit de plus en plus forte. Et ça, c'est sincère. Ces amis de l'Afrique. Oui, il y en a. Alors, il y en a qui sont sincères, il y en a qui, comme partout, il y en a qui le sont un peu moins. Mais on a fait des grilles, des normes qui nous permettent aussi de savoir un peu qui est sincère ou pas. Vous savez, c'est facile de voir qui est sincère. Hein. On remonte un peu dans le passé et puis on arrive à voir un peu le... On peut trouver des arguments qui vont dans ce sens. Monsieur Kenondo, bravo. Merci Ben. Ok. Ah bon, merci Ben. Je porte pas mes lunettes. Les voilà mes lunettes, donc je vois pas. Heureusement que j'ai mes yeux qui sont à côté. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est fabuleux. Moi, dans 10-15 ans, l'Afrique va être fantastique. Et et j'espère que Dieu me prêtera vie pour aller encore plus loin et pour voir ça. Parce que après, il faut laisser passer les jeunes, il faut que ça sera aux Africains, à vous, à promouvoir. Vous avez un continent qui est extraordinaire, des talents, des matières premières. Je vais revenir, excusez-moi de vous couper, je vais revenir sur la jeunesse. Vous avez dit qu'il y a une jeunesse qui est dynamique, si je peux dire comme ça. Mais est-ce que vous, avec dans vos différents voyages, est-ce que vous voyez qu'on met la jeunesse au cœur du développement? Ces chefs d'État, ces ambassadeurs que vous croisez, est-ce que vous voyez ici l'un de leurs objectifs, c'est-à-dire je pense que vous avez un plan de travail, est-ce que la jeunesse est inclue dedans? Est-ce qu'ils donnent une place primordiale à la jeunesse? Alors, on a dit qu'on se disait tout. Oui. Bon. Là, on se dit. Alors, la jeunesse, alors je dis certains pays, pas tous, hein, se servent de la jeunesse pour la présenter, pour dire on travaille avec la jeunesse. Mais... c'est pas en profondeur. Voilà, c'est pour afficher qu'on travaille avec les jeunes. Bon, or, dans certains pays africains, vous avez 70% de jeunes, donc il va bien falloir travailler avec eux. Effectivement. Alors, il faut aussi voir les choses en face. Quelqu'un qui a 25 ans, il n'a pas l'expérience d'un monsieur ou d'une dame qui a 65 ans. Non, ça c'est sûr. Donc, il faut que le tandem, l'ancien ou le sage, puisse travailler avec le jeune. De toute façon, il y a des transmissions d'expérience, des transmissions de savoir, et aussi des transmissions de « moi j'ai vécu comme ça ». Si tu veux pas, le jeune, si tu veux pas vivre comme ça, il serait peut-être bien de faire telle ou telle chose. Donc il faut expliquer aussi aux jeunes, au même titre que des parents expliquent à des jeunes, voilà comment ça s'est passé. Après, les jeunes feront ce qu'ils veulent. C'est eux qui géreront. À chaque génération, à gérer par eux-mêmes. Mais est-ce qu'on leur donne cette opportunité-là? Est-ce que l'opportunité est donnée à la jeunesse de gérer?
Parce que moi, je pense que ça, c'est une question fondamentale dans la croissance partagée. Parce que la croissance partagée, ce n'est pas que, vous avez dit, les gens de 60 ans et autres, mais c'est plutôt, voilà, il y a des jeunes, il y a la jeunesse, il y a les jeunes, et il y a aussi, voilà, il y a plusieurs tranches d'âge. Donc, si aujourd'hui, vous nous dites que, oui, il faut mettre la jeunesse au cœur, mais vous nous dites en même temps que vous voyez que dans certains États africains, les jeunes, ils font semblant, en griffe, si je peux utiliser le mot, de travailler avec les jeunes, alors qu'ils ne le font pas. Alors qu'en même temps, vous me dites que la jeunesse, c'est vraiment la base, c'est le changement. Voilà. C'est-à-dire que c'est cette évolution-là qui va venir plus tard, parce qu'il faut aussi des enrôlements. Il faut enrôler il faut aussi que les autres partent pour que la jeunesse vienne. Mais si ceux qui ont 70 ans, 75 ans, 80 ans ne veulent pas partir, à quel moment, moi, par exemple, à dire je vais venir? Voilà, il faut aussi enrôlement. Si je comprends bien. Bon, alors, je sais pas. Ouais. Tout à fait. Je vais revenir sur les 70 ans, les 85 ans ou autres bon. Alors, je dis certains pays africains, parce que je ne veux pas citer de nom pour éviter... Effectivement, non. Il y en a qui traitent très bien les jeunes. Et qui s'appuient sur les jeunes. Qui se disent, le jeune est un cheval fougueux, on va le faire piloter ou l'aider à le piloter par un sage qui va être un bon jockey, et on va essayer de lui apprendre comment faire. Et après, ce jeune qui aura été fougueux et autres, lui, il aura acquis une expérience et il pourra développer le pays. Cette harmonie entre le vieux, dont je fais partie, et le jeune, dont moi je fais partie, dont vous faites partie, c'est quelque chose de fabuleux parce que c'est cela qui permettra un développement harmonieux. La tradition et la fougue. Ok? Alors, quant aux gens qui s'accrochent au pouvoir jusqu'à 150 ans, ça, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je dis 150 ans pour blesser personne. Ok? Mais il faut arrêter parce qu'au bout d'un moment, les vieux ont effectivement une bonne expérience, mais il y a un moment où il faut quand même penser à passer le bâton du relais à quelqu'un qui va diriger, qui va faire que la population va pouvoir s'épanouir. Voilà. Donc, si on avait un grand-père, on ne va pas s'épanouir avec... on ne va pas épanouir... Alors, que les mélomanes ne m'en veuillent pas, mais je vais prendre un exemple. On ne va pas épanouir les jeunes avec du Beethoven toute la journée. En ce moment, on les épanouit avec d'autres formes de musique. Je regrette un peu. Mais il faut un peu de Beethoven quand même. Ou il faut du vieux rock. Que j'adore, entre parenthèses. Mais il faut de tout. Il faut adapter en fonction de la période ce qu'on peut faire. Donc il y aura toutes les mesures après écologiques dont l'Afrique n'a pas tenu compte avant. Mais ce qui était bien normal, parce que ceux qui tenaient un peu l'Afrique, ils s'en fichaient. Quand on récupère... Alors juste la parenthèse aussi, c'était les matières premières. Les matières... L'Afrique est riche. Très, très riche. Comment se fait-il qu'un continent qui a des richesses aussi fortes en Afrique, aussi puissantes, aussi extraordinaires, et des gens qui veuillent quitter l'Afrique pour aller vivre ailleurs, ou alors qui crèvent la faim chez eux. Si ça, c'est pas un problème de gouvernance, qu'on m'explique ce que ça peut être. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pas... Enfin, de mon point de vue, alors là, je donne un avis tout à fait personnel, c'est pas normal. Normalement, ça doit être... Alors, qu'il y ait des riches, c'est très bien, il en faut. Moi, je suis pas contre... Enfin, qu'il y ait des gens qui vivent très, 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 très bien. Mais il faut aussi s'occuper des plus démunis pour qu'ils puissent occuper le terrain et puissent travailler. Et c'est ça la croissance partagée. Voilà. Et n'oublions pas que parmi aussi ces gens qui sont démunis, on a peut-être des futurs Einstein ou autres inventeurs de génie qui vont ensuite révolutionner. Mais ça, cet avantage de croissance partagée, c'est aussi que les gens puissent travailler de l'Afrique. Et en Afrique, pour l'Afrique. Et vous avez aussi parlé dans cette croissance partagée, là, vous avez dit qu'il y avait l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Donc, je voulais poser une question en ce qui concerne le continent asiatique aujourd'hui. Il y a plusieurs années, je peux dire peut-être il y a maintenant 15 ans que l'Asie est en Afrique. Ils travaillent beaucoup avec les pays africains. Est-ce que ça apporte aussi? Est-ce que dans la croissance partagée, l'Asie apporte quelque chose? Sans oublier que moi, j'ai cette idée des Asiatiques qui, comme on le dit, quand on leur paye bien,
C'est-à-dire quand il y a une bonne répartie, ils font bien le travail. Quand il n'y a pas une bonne répartie, voilà. Je vais parler un peu comme les gens le disent. Quand tu les payes bien, ils font bien le travail. Quand tu les payes pas bien, ils font pas bien le travail. Est-ce que ça, dans la croissance partagée, c'est pas un problème? C'est-à-dire, moi, je pense qu'une croissance partagée, comme tout à l'heure je vous disais, ça doit être une croissance qui va sur de bonnes bases, sur de la sincérité. Est-ce que le fait que l'Afrique travaille avec la Chine, est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est bénéfique aussi pour l'Afrique? Alors, sans oublier que ça, comme j'ai dit, ça fait plus de 15 ans maintenant ou peut-être plus que l'Asie est en Afrique maintenant. Ça fait. Alors, c'est marrant ce que vous me dites parce que j'ai lu un article publié dans Le Monde où un ancien politique français, dans une discussion qu'il avait avec un ancien président africain, parlait en 1966 des Chinois qui étaient en Mauritanie. 1966. Donc ça m'avait un peu étonné. Donc c'est étonnant ça. 1966 bah oui, déjà. On ne savait pas. Alors. Non, on ne savait pas. Mais alors les Chinois, qu'on le veuille ou non, ils ont quand même apporté à l'Afrique. Ils ont apporté quoi par exemple? Ils ont apporté des infrastructures. Alors après c'est la gestion. Ils ont apporté. Certains prétendent que il y a des choses qui ont été faites, mal faites ou autres, mais ça a donné un élan. Alors je vous dis pas qu'ils se sont pas servis. D'accord. Ok. Donc il y a toujours ce côté-là. Attention. Le chinois raisonne en win-win. Je te donne, mais il faut que ça me rapporte. Mais ce qui est... mais aujourd'hui... Je ne défends pas les Chinois, la première personne qui a parlé de ce partenariat win-win, ça a été le président Hollande, je crois, si je me trompe pas. C'est lui qui a parlé des partenariats win-win entre l'Europe et l'Afrique. C'est lui qui avait utilisé ça. Oui, mais... Tout à fait, mais le win-win, il faut qu'il y ait suite sur le terrain. Mais le win-win, c'est pas que avec la Chine aussi, c'est aussi avec l'Europe. Hein. C'est avec l'Europe, voilà, il y a les Allemands, il y a les Turcs. Voilà, on veut des partenariats gagnant-gagnant, où l'Afrique gagne, les autres pays aussi. Ce que je veux dire, c'est les Chinois, comme les Turcs, comme d'autres pays, sont venus en Afrique pour faire du business. Bon, on ne peut pas leur reprocher. C'est ensuite, dans les échanges, aux Africains et les Africains eux-mêmes à voir en quoi l'échange est profitable aussi à l'Afrique. Si c'est pour que une puissance vienne piller le sol et piquer toutes les recherches, tous les minerais et autres, et ne laisse rien en contrepartie, c'est pas un échange gagnant pour l'Afrique. Par contre, si vous en avez qui créent de la valeur ajoutée à côté, ça c'est profitable pour l'Afrique. Donc tous les pays qui sont venus en Afrique ont tous essayé de gagner. C'est aux Africains à essayer de faire en sorte que l'échange soit... D'accord, je vais vous arrêter, on va répondre à une question rapidement. Il y a Menwan qui dit, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, USA, Chine, France, Asie, Angleterre, il dit Chine, USA, France, Russie. Voilà, et l'Angleterre sont paradoxalement les plus grands marchands d'armes en Afrique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça, c'est la question de Manouad. Merci pour la question, Manouad. Alors, moi, sur les armes, je suis pas très compétent. Simplement, je vais en arriver... si c'est légal, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Est-ce que c'est légal? D'acheter les Français, les Américains, les Chinois. Parce qu'il a bien posé la question. Il dit les 5 États permanents du Conseil de sécurité qui vendent les armes. Mais il y en a d'autres qui vendent des armes. Ils sont quoi? Ils sont 5 États permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous n'avez pas dit du Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut vendre des armes. Oui, mais savoir... Je pense que sa question, c'est une question qui est un peu, voilà, ça double sens, c'est un peu creux sa question. Non, mais qu'est-ce qu'il veut par rapport à la croissance partagée? S'ils vendent des armes et si c'est autorisé d'une manière internationale, et c'est autorisé, enfin, suivant certaines... Non, au fait, moi, je pense que c'est qu'il veut dire... Moi, je pense que si vous me dites, est-ce qu'il faut vendre des armes dans le monde, je vous dirais... moi, je pense que c'est qu'il veut dire par rapport à la croissance partagée. Je veux dire, vous dites tout à l'heure, depuis qu'on est là, on parle de croissance partagée, c'est-à-dire des relations win-win, comme on dit, des relations gagnant-gagnant.
Et du coup, si aujourd'hui la plupart des pays africains sont en guerre et que ce sont les membres du Conseil de sécurité qui vendent ces armes, à quel moment on aura la croissance? Parce que tant qu'il y a la guerre, on ne peut pas avoir de croissance. Donc, je pense que sa question, c'est juste pour vous titiller un peu. C'est vrai que voilà, ça ne parle pas de la croissance partagée, mais il veut peut-être aussi avoir votre ressenti par rapport à ça. Je vais retransformer, si je ne sais pas quel est le prénom de Man White. Man White. Je vais retransformer sa question, je ne sais pas si, avec sa permission, en disant, est-ce qu'il y en a pour qu'il n'y ait pas la croissance partagée qui encourage la guerre? D'accord. La guerre, c'est un des éléments comme un autre pour essayer de perturber les gouvernances ou perturber les populations ou perturber les prises de parti au niveau business. La guerre, c'est un outil pour certains pour ce genre de choses. Il y a d'autres choses, c'est le lobbying, d'autres c'est l'assassinat, d'autres c'est je ne sais quoi, les prises de position au niveau des organisations internationales. Chacun, alors il y en a qui sont louables et d'autres pas louables, enfin après chacun, après c'est la loi. Hein, on est dans la loi de la jungle alors, on peut dire ça comme ça. Dans certains cas, on est dans une loi de la jungle. D'accord. Okay. On est dans une loi de la jungle. Okay. Voilà. Donc les armes, c'est pas un secteur que je connais. Répondre à sa question. Mais ça peut être un outil, une utilisation pour prendre des parts de marché, mais pas forcément dans l'armement. D'accord, ok. Donc vous allez continuer en même temps avec la Chine. Je vous ai arrêté avec l'Asie, vu qu'il a posé sa question. Est-ce que c'est vraiment une croissance aussi partagée avec l'Asie, en tenant compte du fait que vous avez dit qu'il y a des choses qui sont bien aussi avec les pays africains, que l'Asie a fait pas mal de bonnes choses aussi, mais aussi... La Chine a apporté des capitaux. D'accord. Okay. La France a apporté du savoir-faire, a fait des choses. Alors, c'est peut-être pas suffisant. Qu'est-ce que vous pensez de ce que quand les gens disent, par exemple, que la Chine, quand on leur donne les marchés, ils envoient tout de la Chine. Ah ben ça, même les travailleurs, au lieu de prendre des travailleurs locaux, ils envoient tout de la Chine. Qu'est-ce que vous pensez de ça aussi? Eh ben, c'est une excellente question. Ça va dans le même sens où, quand des Chinois exportent leur business ou leur technologie, elle doit être priorisée au niveau de la main-d'œuvre par les Africains. Notre charte croissance partagée, c'est priorité à l'emploi africain. Un Chinois qui vient construire des routes ou qui vient construire un hôpital ou un stade de foot, ou un Turc qui vient faire un port ou autre, on utilise d'abord et avant tout la main-d'œuvre africaine. Okay. Et je dirais même que si cette main-d'œuvre n'est pas assez qualifiée, pourquoi ne pas prendre une main-d'œuvre qui vient travailler à la place de l'Africain qui n'a pas la capacité, mais avec la fonction formation. D'accord. Je m'explique, si on ne sait pas, c'est un exemple, hein, monter... Vous avez pas mal de questions, hein. Il y a une question qui est là pour vous. Si un Africain ne sait pas faire quelque chose, le spécialiste va venir, il va le faire, mais en le faisant, il montre comment il le fait. Donc il y a une formation assistée. Ça, c'est la croissance partagée. D'accord, ok. Il y a M. Doumbia qui dit, excusez-moi, monsieur, juste pour vous dire que la plupart des jeunes qui quittent l'Afrique, ils ne quittent pas pour toujours, mais pour aller chercher de bons fonds pour revenir investir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Lui, c'est ce qu'il dit. Il dit les Africains ne quittent pas. Là, vous êtes à 90 vues. Oui. Plus dire, vous êtes à 100 vues. Là. Il y a 100 personnes qui vous écoutent, il y a 100 personnes qui vous regardent. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Eh ben, pourquoi pas? Enfin, il y a au même titre que dans le temps, un certain nombre de populations allaient à l'étranger pour faire un peu d'argent et revenir au pays. Donc, c'est pas incompatible, mais tous ne le font pas, puisque l'Afrique est déjà riche. D'accord. Okay. Mais l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Oui, mais ça, voilà. C'est la faute à qui? Moi, je pense que c'est dans cette croissance partagée là, dont on parle aujourd'hui, ce sujet-là, je pense que c'est très important. On ne peut pas dire qu'un continent est riche. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Oui, enfin, un continent est riche, voilà, et en plus, les habitants sont pauvres. Ça, c'est quelque chose que même moi, dans mes analyses, je n'arrive pas à expliquer. Comment se fait-il qu'on dit un continent est riche et sa population est pauvre?
Sa population fait partie des plus pauvres du monde. Bon, on va prendre un autre exemple. Oui. On a un père de famille, une mère de famille et 5 enfants. OK? D'accord. Le monsieur, alors c'est un exemple, hein, donc le monsieur va travailler et ramène tous les mois 100. OK? Ok. 100. Pas 100 euros, 100. Je regarde si vous avez des questions. Si c'est 100, il va jouer, il va boire et il va s'acheter une moto, c'est sûr que ses enfants, ils vont pas manger. D'accord. Si il prend son argent et il va dans les grandes surfaces où il va acheter chez le cultivateur de la bonne nourriture, ses enfants vont manger. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est que c'est le chef de famille, en l'occurrence, qui fait le choix de faire telle ou telle chose. Ok. En Afrique, c'est pareil. Un gouvernement ou un gouvernant, c'est la même chose. Il fait des choix. Il a de l'argent, il donne ou il prend pour lui. Ou il distribue d'une certaine manière. Donc, s'il y en a qui ne mangent pas en Afrique, c'est Donc, aussi... vous le dites, c'est la faute des dirigeants. Des dirigeants africains. Alors, des gouvernants africains. Non, il faut qu'on le dise, hein, parce que là, on est dans la croissance partagée. C'est la faute. Oui, parce que vous avez pris l'exemple de famille. Je continue. Oui. C'est la faute de certaines gouvernances qui ne gouvernent pas bien et qui redistribuent pas bien. Ok. Mais c'est aussi la faute des Africains qui ont accepté d'avoir telle gouvernance. Ok. Ça c'est bien dit. J'espère que vous avez écouté. Ok. Ok. Donc on a accepté d'avoir ça. Alors, à la différence du père de famille, c'est pas les enfants qui vont voter qui est leur père ou pas. Bon, il existe. Bon, là, ils ont un gouvernant, on va dire qu'il a été ou imposé ou il s'est imposé. Ok. C'est à lui à faire une bonne redistribution. D'accord. Il y a monsieur Pierre Florent qui demande, il dit, mes encouragements à vous. Il dit, le transfert de technologie doit être une priorité dans les coopérations bilatérales entre les nations. Exactement. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de transfert de technologie. Voilà, il faut une technologie adaptée. Tout à fait. Voilà. Très bien, monsieur. Voilà. Je vous en suivrai. C'est très, très bien. C'est effectivement un transfert de technologie, c'est-à-dire ce qu'on a comme compétence, pouvoir l'envoyer, le faire travailler, faire en sorte que les Africains, quand je dis les Africains, c'est les pays africains, hein, je sais bien que l'Afrique, c'est une multitude de pays, et de cultures, même dans chaque pays, on a bon, et permettre aux Africains de s'approprier cette technologie pour ensuite l'adapter à leurs propres besoins et à leurs propres attentes. C'est pas je te donne ça, débrouille-toi. C'est pas imposé. Parce que de toutes les manières, les attentes sont différentes d'un pays à un autre, par exemple. Les attentes sont différentes. Et imposer un modèle à quelqu'un, c'est pas bon. Je vous parle pas des règlements internationaux. Hein, c'est tout ce qui est de règlements. Donc, si je comprends bien avec ce que vous avez dit, comme tout à l'heure on a dit, on va pas parler de ce qui s'est passé, mais si je veux revenir un peu dans le passé, est-ce que vous pensez que c'est ce qui a toujours été, où on a fait imposer des trucs aux Africains, alors qu'en réalité, peut-être que ça ne cadre pas avec les modes de vie. De toute façon, c'est de notoriété. Est-ce que, par exemple, quand je prends l'exemple tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai écrit sur l'extrême pauvreté et la faim avec l'apport institutionnel de la Banque mondiale, où depuis des années, des décennies, la Banque mondiale a toujours prôné le développement des pays africains, alors que c'est eux qui ont toujours, avec tout ce qu'ils ont mis en pratique là-bas, ça a toujours, ça n'a pas aidé les pays africains, comme on le dit. Voilà, ils sont toujours restés dans la pauvreté. Aujourd'hui, je pense que quand on parle de Banque mondiale en Afrique, en général, la population n'entend pas trop parce que ils n'ont pas été vraiment cette institution-là qui aide. Ils ont posé des stratégies de développement, mais en réalité qui ne cadraient pas avec les Africains, qui ne cadraient pas avec la situation des Africains. Donc, si je reviens avec ce que vous avez dit, donc depuis longtemps, c'est-à-dire ils font des choses qui ne cadrent pas avec la situation des Africains, qui font qu'on n'arrive jamais à avoir de résultats. Avec ce que vous dites, avec Croissance Plus, vous faites évoluer les choses dans ce sens-là? Oui, on a... alors, je reviens juste sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'avant, on imposait à l'Africain un certain nombre... Comme toute puissance qui était de grosses puissances, ont imposé des choses. Les Américains ont imposé des choses aux Indiens. Les Espagnols ont imposé... Mais ça, c'était avant. C'est pas pour refaire l'histoire, ça sert à rien. On est à une nouvelle page de l'humanité, donc ça sert à rien. On connaît l'histoire, mais on est sur des bases actuelles. Concernant cette croissance partagée,
effectivement, il faut que les pays puissent innover par eux-mêmes pour gérer eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui doivent se prendre en main. Et Croissance Peace est là pour... Nous, on connaît ce qui se passe côté occidental et on a la prétention, j'espère que vous me le de connaître quand même l'Afrique. Et puis, je travaille avec des Africains, alors on a un certain nombre de gens avec qui on travaille, dont Auguste Dago, qui est avec nous. Merci d'être venu. Nous travaillons sur des projets africains. Donc il faut, pour qu'un projet soit bon en Afrique, il faut qu'il soit africain ou alors adapté de quelque chose qui est venu de l'extérieur. On va pas tergiverser là-dessus. On n'a pas imposé des baguettes aux Français pour manger. Nous, on est adapté on a 4 baguettes. Nous, on a mis 4, c'est une fourchette. Voilà. D'accord, ok. La croissance économique peut se définir comme une augmentation durable de l'activité économique d'un pays. Selon vous, qu'est-ce que la croissance économique? Alors, une croissance économique, je la verrai au sens pas que financier. Une croissance économique, c'est un tout. Il y a maintenant, moi j'englobe effectivement le côté on gagne plus d'argent, le pays se développe, mais il faut qu'il y ait une culture qui se développe et des gens qui soient bien. C'est la croissance économique. Je rajouterai pour les années qui vont venir une croissance globale où on a à la fois le financier, l'économie pure, enfin ce qu'on appelait et puis le bien-être qui donne jusqu'à la prospérité. La prospérité, c'est un ensemble de choses. La croissance économique, si c'est pour avoir des millions de personnes sur le bord de la route, maintenant, c'est plus adapté. D'accord, ok. Moi, je pense qu'on tire au thème de nos échanges avec M. Emmanueli. Vous avez posé pas mal de questions. Moi aussi, je lui ai posé des questions. Je pense qu'il a bien répondu. Il a répondu avec brio aux questions. On va essayer de clore l'échange pour ne pas qu'on fasse énormément de vidéos. Je pense qu'il y a des questions qui n'ont pas été posées, mais que M. Emmanueli a répondu. Donc, moi, je vais lui poser une dernière question et après, je vais donner le mot de la fin. On va vous dire au revoir. Monsieur Emmanueli, on a parlé de la croissance partagée. Vous êtes le président de l'ONG Croissance Peace. On a parlé de la croissance partagée entre l'Afrique, l'Europe, aussi l'Asie. Vous avez dit que, voilà, vous nous avez expliqué un peu quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte, comment est venue l'idée de créer cette croissance partagée. Vous êtes un Africain dans l'âme, dans la tête, voilà. Dans tout, vous êtes Africain. C'est un très beau compliment que vous me faites. Merci. Vous êtes Africain aussi, voilà, vous aimez, voilà. Quand vous allez en Afrique, vous voyez que l'Afrique a du potentiel, mais ça n'avance pas. Vous faites partie de ceux-là même aujourd'hui qui veulent que l'Afrique avance. Voilà, vous avez aussi parlé des échanges de technologies, mais qui doivent être plus adaptés à l'Afrique. Mais moi, je veux revenir un peu sur moi, par exemple. Je suis venue en France, j'ai fait des études et je veux travailler ici. Vous allez me dire que je suis une fuite de cerveau pour l'Afrique, ou bien vous avez dit que non, vous pouvez être une relation entre l'Afrique et l'Europe. Et pourquoi pas d'autres continents aussi. Non, vous n'êtes pas une fuite de cerveau. Au contraire, vous êtes un grand cerveau puisque vous permettez à des gens qui aiment l'Afrique de pouvoir en parler à partir de la France. Donc, au contraire, c'est une innovation fabuleuse. Ah, super, je vous remercie. Et je vais vous donner le mot de la fin. Vous allez dire aux internautes qu'est-ce que vous pensez de la croissance. Vous avez parlé de la croissance partagée, mais vous allez nous dire la suite. Qu'est-ce qu'on va voir après? Vous avez dit qu'Allah vous donne longue vie pour que vous puissiez voir la suite. Mais selon vous, quelle peut être la suite? Voilà, vous avez commencé un travail. Je ne sais pas depuis combien de temps vous faites Croissance Peace. Mais comment vous voyez les choses? Est-ce que les choses évoluent? Est-ce que les choses tâtonnent? Parce que la plupart du temps, c'est comme ça qu'on chahute nos dirigeants africains. On dit tâtonne, c'est-à-dire quelque chose qu'on doit faire en 2 jours. Eux le font en 1 mois. Est-ce que vous pensez que ça peut... Avec tout ce que vous avez travaillé avec eux, est-ce que vous voyez qu'il y a un véritable changement? Alors, le changement, il va être inexorable. La poussée des jeunes, et c'est pour ça que les jeunes, gardez espoir, si vous avez du tonus, il faut que vous l'ayez avec vous.
votre pouvoir, c'est votre jeunesse, et ça va vous permettre de faire changer. Je vais vous couper un peu. Il y a quelqu'un qui vous a posé une question, Moubarak. Il dit, bonjour monsieur. Il dit, à quoi pensez-vous pour ce qui est de la présence militaire française? La présence française en Afrique, voilà. La présence de l'armée française en Afrique. C'est Moubarak Sidi qui vous pose la question. À quoi pensez-vous en ce qui concerne la présence de l'armée française en Afrique? Ça, c'est un autre sujet. Non, mais on est... Voilà, je pense qu'ils sont en train de vous titiller un peu sur toutes les questions, alors, puisque voilà, vous travaillez avec l'Afrique, voilà, comme je vous ai dit, quand on a commencé, il y a une question déjà qui était déjà là pour dire, est-ce que c'est pas de l'escroquerie? Je pense que ça va un peu dans ce sens-là encore, la question qu'il pose. Ma réponse est extrêmement simple. D'accord. Si à l'armée française en Afrique, c'est que les gouvernements locaux... Monsieur Moubarak, ça c'est pour vous la question. Voilà. La réponse. Si l'armée française est en Afrique, dans certains pays, c'est à la demande des gouvernements africains. Vous voulez plus d'armée, changez de gouvernement. Vous voulez une armée plus forte, dites au gouvernement qui demande un peu plus de choses. Ça, c'est pas de mon ressort, là. D'accord. Il y a monsieur Pierre Ferrand qui vous dit merci. Il dit merci pour la franchise de votre invité. Il vous trouve franc. Ah ben ça va. Merci. D'accord. Donc, on va procéder à la conclusion maintenant. On va conclure l'échange. Bon. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous pensez Mais ce mot de la fin, là, j'aimerais bien que vous englobez tout. Voilà, vous englobez les investissements, vous englobez aussi, vous parlez aussi du partenariat privé-privé ou public-privé, et vous parlez aussi, voilà, de cette jeunesse-là, parce qu'aujourd'hui, on voit que la jeunesse africaine prend la Méditerranée. Et vous, comme moi, on le voit chaque fois ici, à la télévision, on prend la Méditerranée. Est-ce que s'il y a véritablement une croissance chez nous, s'il y a véritablement une croissance partagée, on va prendre la Méditerranée en sachant bien tout ce qui se passe. J'ai récupéré un article de la Banque mondiale qui disait, je ne sais pas si c'est la Banque mondiale ou bien quelle institution qui disait, je crois que je l'ai mis sur, dans la publication, que cette année, on n'aura pas de croissance en 2020, parce qu'avec tout ce qu'on a connu, le corona aussi qui ne veut pas partir, tout ça, il n'y aura pas de croissance. Donc je veux bien que vous fassiez une conclusion qui va englober tout ça. Voilà, le fait que les jeunes, vous avez dit, vous partant de l'Afrique, vous voyez beaucoup de jeunes qui sont bons, qui sont bien, voilà, mais peut-être qu'ils n'ont pas de chance ou bien, voilà, qu'ils n'ont pas cette opportunité-là de valoriser les talents. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, en tant qu'homme de l'Afrique et vous aussi, en tant que, comme vous le dites, le négociateur des situations difficiles, comme on peut dire. Alors, l'Afrique a une force vive que sont les jeunes. C'est les jeunes qui feront l'Afrique. S'ils veulent que l'Afrique change, c'est à eux à bouger sur place. Mais est-ce qu'ils ont l'opportunité? Je pense que vous oubliez ce mot, monsieur Emmanuel, l'opportunité. Est-ce qu'ils ont l'opportunité de faire changer les choses? De bouger les choses. Tout à l'heure, je t'entends dire, il n'y a pas de roulement. Encore à 70 ans, 75, il y a des gens qui sont là pour dire qu'ils travaillent. Et nous, les jeunes, à quel moment on va venir? Est-ce qu'il y a vraiment le changement? Est-ce qu'on leur donne vraiment l'opportunité? Je veux que vous utilisiez ce mot-là, opportunité. Ça me fera plaisir. Alors, opportunité. Ah. Voilà. Non, mais c'est, justement, je vais le relier, ce mot opportunité. Les jeunes ont maintenant l'opportunité de faire changer les choses en Afrique. Il ne faut pas se plaindre en permanence en disant « j'ai pas ceci, j'ai pas cela ». Il y a de la valeur intellectuelle. Prenez la place. Alors, je ne vous dis pas de la prendre par la force, mais il y a tout un tas de critères. Il y a des discussions, il y a des élections, il y a essayer de... Alors, mais est-ce que c'est aussi facile? Alors, voilà, je continue. Voilà. Vous allez me dire... Oui, mais vous savez pas comment ça se passe. Alors je me fais l'avocat du diable. Vous savez pas, l'Afrique, les élections, les unes sont bourrées, on dépouille en cachette et après on vous sort le gagnant. Très bien. Je l'ai entendu plein de fois. Il y a des gens même qui sont payés pour, etc., etc. Je l'ai entendu 25 milliards de fois. C'est vrai. Mais c'est pas à moi qui suis à Paris de dire comment il faut faire. Il faut aussi que vous, Africains, et on peut accompagner sur certains modèles économiques, mais vous, Africains, vous bougez là-dessus, vous bougez, et vous essayez de faire en sorte
que vos idées, votre manière de travailler, vos attentes, parce que vous avez des attentes aussi, les Africains, pour vos pays, ben, vous les mettiez en œuvre. C'est à vous à voir cela. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Nous, on a eu la Révolution française. Alors, je dis pas qu'il faut faire la Révolution africaine, hein, c'est pas ça que je dis. Mais il y a peut-être, en adaptant une Révolution africaine, française, l'adapter par les moyens légaux ou d'une autre manière, pour que vous puissiez faire prévaloir vos droits et vos talents. Okay. Il y a trop de talents qui sont inconnus. Effectivement. Et moi, alors pour conclure vraiment, je vous dirais, moi je crois en l'Afrique. J'espère avoir suffisamment de vie pour voir une superbe Afrique, parce qu'elle le mérite. Vous êtes une puissance extraordinaire de jeunes. Moi, si je pouvais, je prendrais un crédit d'année pour vivre encore 15 ans, 20 ans, 30 ans et vivre avec l'Afrique. Voilà. Donc, vous m'enverrez quand je serai au ciel, j'espère, des mots en me disant, voilà, c'est vrai, ça s'est développé. Vous avez plein de choses. Des gens qui sont sympas, joyeux, c'est ça la vie, qui aiment rigoler. Vous avez des richesses en sous-sol qui sont extraordinaires. Il vous manque quoi? Une bonne gouvernance et de la transformation. Et après, vous faites exploser le cocotier. Effectivement, mais avec ça, l'Afrique n'avance pas. On dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et là, depuis quelques années, on attend maintenant que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Mais jusqu'à présent, moi, je pense qu'on ne voit rien. C'est le continent de l'avenir, mais on ne voit rien. On ne sait pas ce qui va se passer, on espère qu'il n'y a pas une main noire qui est dans le noir qui fait qu'on n'avance pas. On n'espère pas. Il y en a qui sont contre l'avancée de l'Afrique, mais c'est aux Africains aussi. C'est pas maintenant qu'on va en débattre en direct sur ce genre de choses, mais vous avez tous les moyens. Moi, je vois les Africains, comment ils sont dynamiques, ce qu'ils veulent. Ils s'arrachent, ils ont envie de tout faire dans des zones qui sont parfois très difficiles à gérer et autres. Et ils ont envie, petit à petit. Vous savez, c'est comme le feu. Vous allumez, il y a l'étincelle et après, ça prend. Et l'Afrique va prendre le bon feu. C'est-à-dire qu'elle va exploser. Parce que vous pensez que les mentalités ont changé? Ça change. Super. Et c'est quand tu auras cette masse critique, on s'en rapproche de cette masse critique de population. On s'en rapproche. C'est vrai. On s'en rapproche. Et justement aussi, c'est l'objectif de ma plateforme. Voilà. Avant, on calmait les gens parce qu'ils étaient peu. D'accord. Maintenant, si la masse critique explose, on ne pourra plus les calmer et on devra les écouter. Et c'est à partir de là que ça changera. Donc, on y est presque. On va répondre à une dernière question et puis on va finir avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent pour vous. Je pense qu'on va pas rester encore plus. Il y a une dame qui vous... Bon, le monsieur Moubarak, il vous a dit, il préfère une coopération militaire à distance. Il dit, pour lui, c'est la meilleure solution. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on doit chasser des gens qui sont des terroristes quelque part, si on le fait en télétravail, on va avoir du mal. Cher Moubarak. Il y a M. Diallo qui dit oui de la valeur, mais pas de la confiance de la part des dirigeants politiques et responsables d'entreprises. Trop de familiarité au dépourvu de la valeur ajoutée. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Il dit y a trop de familiarité. Donc du coup, le travail n'est pas fait comme... alors vous entendez bien un ambassadeur, vous faites ce que vous voulez. C'est ce qu'il veut dire. Il dit qu'il y a trop de familiarité entre les dirigeants et du coup, il ne faut pas bien le travail. Et puis, voilà. Et ça ne va nulle part. C'est ce qu'il veut dire, M. Diallo. Au niveau des gouvernances, je vous dirai une chose, chers amis. Ne cherchez pas à comprendre ce qu'on vous dit, mais cherchez à comprendre ce qu'on vous cache. Une fois que vous aurez trouvé la solution, vous aurez la réponse, et bien là, vous agissez. D'accord, ok. Je pense que, chers abonnés, voilà, merci d'avoir été nombreux à suivre cette séance vidéo avec mon grand invité. En tout cas, le président de l'ONG Croissance Peace, c'est un grand invité. J'ai vu que quand j'ai mis la publication, il y a beaucoup de gens qui ont vu la publication. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a énormément de questions. Et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément de personnes qui sont en direct avec nous. Et il a répondu à vos questions. Il a dit ce qu'il pensait. Et j'ai même vu des internautes qui étaient très d'accord avec lui, qui ont trouvé qu'il était très sincère dans ses propos. Donc, Monsieur Magnoli, on va lui dire vraiment merci
d'avoir participé à cette séance vidéo avec nous. Vous êtes un homme africain, voilà, vous avez l'esprit africain, vous trouvez que les Africains sont gentils, sont chaleureux, et ça fait de sorte que, voilà, vous aimez plus l'Afrique. D'accord. Donc, on va vous dire vraiment merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir partagé ça avec nous encore. Je réitère mes remerciements et je vous dis bonne chance dans vos activités. Et on espère que ça va donner ses fruits et que, comme vous avez dit, il y aura vraiment, vraiment beaucoup de changements. Comme vous le dites, on arrive, hein. Ça va venir. On a des gens aujourd'hui qui sont là pour le changement. On aura véritablement des relations gagnantes-gagnantes, des relations win-win, comme on le dit, entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ça ne serait pas des relations à sens unique où c'est que les Européens, les Occidentaux, les Asiatiques qui vont tout prendre en Afrique et l'Afrique sort bredouille, si je peux m'exprimer ainsi. Mais on aura plutôt des relations gagnantes-gagnantes, des relations qui vont faire de telle sorte que, voilà, l'Afrique puisse bénéficier, que ce soit des technologies, comme vous avez dit, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé, des technologies adaptées aux situations africaines. Donc, on vous dit vraiment merci beaucoup, M. Manuel. Merci à vous. Hein. Et je vous dis, chers internautes, merci d'avoir suivi, merci pour les questions. Merci à M. Diallo, à M. Moubarak, à M. Manwhite, à tous ceux que je n'ai pas cités. Merci pour les bonnes questions que vous avez posées. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt, au revoir. Au revoir.